La fertilisation azotée, c'est vraiment un gros sujet éternel en agriculture. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Bertrand Aumont, qui est agronome indépendant, et il va nous parler de la fertilisation azotée dynamique via la méthode Appian. Donc bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Donc effectivement, j'ai en fait, pour faire court, travaillé depuis 95 et ce qu'on appelle la PAC 92, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'accompagnement d'agriculteurs en transition. Bon, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. À la fois du point de vue de la gestion des bioalgaceurs avec moins de phyto, mais aussi par rapport justement aux questions d'azote et plus généralement de l'activité agricole par rapport aux enjeux de durabilité globaux, c'est-à-dire sur les trois axes de la durabilité. Et du coup, c'est passé, comme l'a dit Martin, par forcément des collaborations avec la recherche et le développement sur ces deux grandes thématiques que sont gérer le bioagresseur avec beaucoup moins de chimie, de synthèse, et aussi avoir une réflexion par rapport à l'usage de l'azote. Et on verra que les deux n'étant pas sur des pistes séparées, mais que vraiment, il y a beaucoup de moments carrefour où ça se recoupe. Alors, un webinaire, voilà, je sais que ça peut être long. Je fais quand même l'option que ce soit pas trop long. Et du coup, il y a un arbitrage. Ce que je vous propose ce soir, c'est non pas comment prendre en main des méthodes pour mettre au point demain. De toute façon, on n'est pas à la saison. On peut mettre des choses au point dans les champs pour tester des méthodes, mais plutôt une réflexion assez large sur d'où on vient, si on veut, sur la fertilisation montée, pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, quand même pas mal de soucis de ce côté-là par rapport aux sorties finalement de la fertilisation et aux impacts que ça génère, d'où on vient, pour mieux comprendre, pour finalement dire quels sont les processus biologiques sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on peut mobiliser pour fertiliser autrement. Mais ce faisant, je fais le choix que ce soit pas ce soir que je vous montre comment on s'y prend concrètement dans les champs. Si ça fait une frustration, j'allais dire, c'est pas très grave parce qu'on est au mois de juin. Et dans ce cas-là, alors avec Martin, mais vous pourrez montrer votre intérêt pour une suite qu'il faudrait faire dans l'hiver afin de pouvoir tester au printemps prochain. Là, je préfère qu'on découvre d'où on vient, sur quoi on peut s'appuyer en agronomie et que tout le monde ait un moment de compréhension, qu'on se questionne là-dessus. Vous montrez bien sûr ce qui est le plus connu sur le blé, mais aussi justement comment on peut le faire sur d'autres cultures et d'une autre manière au niveau méthode. Voilà le choix. Et juste Pour ce soir. à ce stade, je précise, si vous voulez essayer ça, faites un SMS sur le formulaire de contact du site web du Centre national d'agroécologie. Je lis tous les messages et on remontera ça à Bertrand, bien sûr. Voilà, et on verra ça à ce moment-là l'hiver prochain sur l'opérationnalité. Comme ça permet aussi que ce soir, des gens qui sont là juste pour de l'ouverture, on rentre pas de fait dans comment on s'y prend au champ avec des grilles, etc. Alors, du coup, ceci dit, voilà, j'aime bien aussi quand on peut avoir des affiches ou des choses qui représentent d'où on vient. Et l'azote, comme les phytos à une époque différente, ça a été la fertilisation ou phosphopotassique, etc. Ça a quand même été identifié comme un progrès majeur. Donc, c'était un petit garçon. Donc, voilà, ça faisait partie de la modernisation de l'agriculture. Voilà, c'était tout bonus. Il n'y avait rien de négatif derrière, c'était que du meilleur. Alors, et c'est basé aussi sur ce que disaient des chercheurs ou des scientifiques du 19e siècle, c'est-à-dire la théorie des facteurs limitants. Et c'est vrai que tout un chacun, là, ce soir, ou d'autres ailleurs, qui aurait ne serait-ce qu'un pot de fleurs ou quelques fraisiers ou un peu de pelouse, ou bien sûr les gens qui travaillent en agriculture, ou peut faire l'expérience très facile de mettre soit une bouse de vache ou un crottin de cheval, soit une poignée d'azote minéral que lui aurait donné son voisin sur une culture nitrophile. Et ça a un effet absolument bluffant et extraordinaire. C'est un vrai souci, peut-être d'ailleurs, l'effet important que ça a sur la biomasse. Donc on déplafonne, on, on s'en sort bien avec ce facteur limitant. On supprime finalement ou on élève le facteur limitant avec l'azote de manière très impressionnante. Et je pense que ça, il faut absolument le redire, c'est un fait majeur. Alors ça, on vient de ça. Et finalement,
on y est encore beaucoup. Alors, comment ça se passe au niveau des processus, de manière concrète biologiquement? Ben, il y a une augmentation de la vitesse de division des cellules. Donc, on en fait dans un pas de temps donné plus de division, donc on augmente la biomasse de ce côté-là. Et les cellules elles-mêmes sont de taille plus importante. D'ailleurs, on verra plus tard que c'est ce qui explique qu'on ait des instruments de mesure qui sont des chlorophyllméteurs. Finalement, on a plus de cellules de plus grosses et on a donc plus de chloroplastes dans les cellules, donc on va mesurer plus de chlorophylle. Donc il y a un effet de biomasse, encore une fois, très impressionnant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, trop de biomasse, ça ne sert pas forcément à grand-chose et ça donne des effets négatifs. Alors, par exemple, si on prend la courbe d'absorption, alors chaque culture a sa courbe d'absorption, ça c'est bien sûr celle du blé. La question va être que bien fertiliser, si vous voulez, ça peut être de notamment bien accompagner cette croissance très forte, on y reviendra beaucoup, pendant la période de montaison. Or, toutes les cultures pratiquement connaissent un équivalent de montaison après une période qui se passe plus proche du soleil, herbacée. Et à un moment donné, voilà, la plupart des cultures que vous connaissez, elles vont vivre des moments, des stades de développement qui sont une forte montaison. Et pendant cette montaison, les besoins sont bien sûr accrus. Et puis, on voit qu'après, eh bien, on a des courbes qui vont être arriver sur beaucoup plus un plat. Et c'est là où on va aussi avoir des efficacités beaucoup plus faibles. Donc, il ne faut pas se rater ici. Et toute la question est de comment on va être le plus efficace là, sans être dans des excès dans la première partie. Et ça, c'est vrai un peu pour toutes les cultures. Et en se posant quand même la question, en se questionnant sur, bah oui, mais jusqu'où j'estime que je vais pouvoir aller. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir plus de sobriété éventuellement, si on en cherche. Alors ça, je ne vais pas vous le détailler. C'est juste aussi pour montrer que dans ce qu'on appelle la cascade de l'azote, alors ça avait été un colloque très intéressant en 2016, que l'INRA avait organisé. Et finalement, si on se concentre sur ce qui se passe au niveau agricole, on a bien sûr des besoins pour les cultures et qui vont être utilisés soit par des animaux, soit les cultures vont être vendues. On peut avoir de la fixation symbiotique par les cultures, mais tout ça peut générer aussi des pertes qu'on a avec les flèches, qui sont soit vers les nitrates, soit vers les pollutions atmosphériques et notamment de protoxyde d'azote. En particulier, on y reviendra après. Donc, je vais essayer d'ouvrir un peu cette boîte qui explique en gros le pourquoi on peut se re-questionner sur la fertilité. Que le pourquoi répond finalement à quels sont les enjeux liés à cette pratique agricole. Alors, encore un autre petit rappel qui me paraît, enfin en tout cas moi que je trouve très intéressant, c'est on a ici la population mondiale, et donc effectivement faut la nourrir entre la moitié du 19e siècle et puis là, la course s'arrête en 2010, mais c'est pas très gênant. Et en fait, ce qui est enfin voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est il y a deux jalons très importants. Ce premier, dans les années de 1910, qui correspond à ce que vous connaissez surtout, ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, c'est-à-dire ces deux scientifiques qui ont eu un prix Nobel d'ailleurs de chimie pour ça, et qui en 1909, finalement, dans les années 1910, arrive à montrer, et ça a été très compliqué, mais je vous passe les détails, la capacité de prendre de l'azote de l'air pour en faire de l'engrais, donc qui est toujours notre engrais de synthèse aujourd'hui. Donc ça donne les premières augmentations d'usage d'engrais, puisque là on est en production d'azote, et puis qui accompagne bien sûr l'augmentation de la population. Et puis je me suis permis de rajouter moi-même, parce que je l'ai vécu et c'est un peu mon début de carrière, le fait qu'on a aussi, par rapport à la loi des facteurs limitants, redéplafonné la possibilité de mettre de l'azote. Et ça, c'est intéressant que vous enquêtiez vos grands-parents ou les grands-parents de vos voisins, parce que je pense que vos parents l'ont peu connu, c'est-à-dire comment ça se passait, enfin, si vous avez mon âge, oui, comment ça se passait avant qu'on ait des régulateurs de croissance et avant qu'on ait des fongicides relativement efficaces. Parce que plus d'azote, on l'a dit avant, c'est d'abord plus de biomasse. Et plus de biomasse, bah, chacun sait que ça peut verser. On peut avoir un phénomène de verse si on a trop de biomasse. Et on sait aussi, on verra après, qu'on peut avoir un développement dans cette biomasse qui crée un milieu ambiant très différent de beaucoup plus de maladies. Et donc, comme par hasard, arrive à peu près en même temps
que les régulateurs, les fongicides, le déplafonnement de l'azote sur les cultures. Puisque par définition, et c'est là qu'il faut interroger les plus anciens, faire tenir un blé ou une autre culture sans régulateur avant et sans qu'elle soit trop malade, ça voulait dire qu'on se limitait quand même. Il y a une espèce de censure sur monter trop fort les doses d'azote. Donc, vous voyez, ça vous explique aussi pourquoi aujourd'hui on a quand même un peu de soucis. Alors, pour avancer aussi, finalement, où on en est aujourd'hui et la pratique qui consiste à mettre de l'azote sur les cultures, elle est en lien avec quels critères dans la rentabilité globale. Alors, il y a bien sûr un critère de coût et efficience par rapport à des questions économiques. Je rappellerai juste quand même que l'hiver, on a plus parlé de pratiques sobres. C'est le premier hiver de la guerre en Ukraine avec la redécouverte, parce qu'on le savait quand même, de la dépendance au gaz russe et finalement avec des soucis éventuels, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet hiver-là, de pénurie d'engrais azotés. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. L'hiver, on a vu l'ensemble de la communauté autour de l'agriculture et les agriculteurs poser le plus de questions sur finalement, si j'en ai un tiers ou la moitié de moins, forcément, je dois raisonner comment je vais l'utiliser plus efficacement, à la fois sur l'ensemble de mes cultures, et puis culture par culture. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que, bien sûr, il y a aussi des questions de qualité d'eau, notamment en nitrate, liées à l'azote. Alors, je n'ai pas dit que c'était que la fertilisation, mais on a en tout cas des liens forts avec l'azote. Bien sûr, des questions d'énergie, gaz à effet de serre, on va le voir. Et puis, il faut montrer des liens entre l'azote et les bioagresseurs et donc l'usage des phytos. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça avant de vous parler de comment on peut faire autrement. Alors, par exemple, ce qui est très connu et dont on parle surtout en Bretagne, mais qui peut arriver ailleurs quand on est proche de la mer et des océans ou de nappes, enfin de flancs d'eau importants, c'est la question de l'eutrophisation finalement des milieux et qui sont liés d'abord à l'azote et aussi au phosphore. Et on voit sur ce petit schéma très simple qu'à un moment donné, on a beaucoup d'azote qui arrive et qui se dépose dans le fond et puis finalement qui modifie totalement le milieu ambiant de cette masse d'eau et qui va finalement générer des phénomènes d'algues et liés à des excès d'azote. Alors, ça me semble intéressant aussi de parler c'est quelque chose de moins connu qu'on développera tout à l'heure dans la diapo suivante, mais de la dégradation des matières organiques du sol qui est accélérée par l'usage de l'azote. C'est une question de chimie et finalement un peu de recette, quand on fait une recette de gâteau. C'est que si vous augmentez la disponibilité en azote dans le sol, alors ça veut dire qu'il y a une capacité à plus consommer de matière organique, ça va plus dégrader de matière organique. On le montrera très rapidement tout à l'heure. On ne parle pas assez, sans doute aussi, du fait que plus on met d'azote, plus les sols peuvent s'acidifier. Et puis on a bien sûr les effets de santé. Alors comme je sais très bien que on en parle moins actuellement, mais il y a quand même beaucoup de controverses, en tout cas dans le passé, sur qu'en est-il vraiment, pourquoi ce serait si embêtant que ça sur la santé. Je rappelle quand même que voilà, vous aurez éventuellement accès au diaporama, mais ça peut générer des problèmes de santé qui sont absolument documentés et très bien connus, notamment pour les nourrissons, mais pas seulement. Donc voilà, c'est quand même un des effets de santé qui sont tout à fait bien documentés, qui ne sont pas contestables. Je le dis parce que dans une période où il y a un déni de science dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est quand même bien aussi de rappeler ce qui est fortement établi. Alors, un mot quand même sur l'enjeu de gaz à effet de serre. Pour faire simple et sans développer non plus, on ne va pas faire que de chimie ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais néanmoins, ce que vous voyez en bas, essentiel à comprendre, c'est que, en gros, plus il y a d'azote qui circule dans le sol, plus dans un sens ou dans l'autre, par exemple dans ce sens-là, le phénomène de nitrification, par exemple, qui va donner des nitrates, va émettre des N2O, c'est-à-dire le gaz à effet de serre, protoxyde d'azote. Et puis, quand ce nitrate lui-même va, à ce moment-là, être dénitrifié, eh bien, dans cette autre voie, il y aura aussi une production de N2O, de protoxyde d'azote. Ça veut dire qu'en gros, et sans faire d'erreur pour autant,
plus il y a de l'azote qui circule dans le sol et qui va se transformer dans un sens ou dans l'autre, plus on aura de production de gaz à effet de serre. Ça, je pense que moi, j'en parle souvent parce que c'est très important et c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Une fois qu'on l'a bien compris, alors on comprend que, eh bien, en agriculture, quand on prend l'usage des sols, je ne parle pas de l'activité animale liée au sol éventuellement, mais si on reste à l'échelle de l'usage du sol, même en polyculture élevage, alors à cette échelle-là, eh bien, la production de gaz à effet de serre issue de l'azote est beaucoup plus forte que celle liée au CO2 direct des machines. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche du CO2 des machines, mais je pense que il y a une sous-estimation totale dans j'allais dire, dans la représentation mentale qu'on a tous, enfin qu'on a trop souvent, sur finalement, ouais, le carburant est plus important. Non, c'est un faux ami. Au niveau de l'usage du sol, c'est bien le N2O qui est bien en avant. Alors, dernière chose que je voudrais dire sur cette diapo, c'est juste pour ceux qui font un peu de chimie, qu'on en fait à une époque, et je l'ai mis en rouge là, dans ce qui se passe sur la production de N2O, eh bien, en fait, il y a une consommation de matière organique, donc une dégradation de la matière organique, qui est ici représentée par ce terme-là, qui est CH2O. Ça veut dire que c'est très documenté aussi, on n'en parle pas assez. Beaucoup de gens veulent augmenter l'azote dans leur sol, mais il faut aussi qu'à ce moment-là accepter l'idée que on a en même temps une accélération de la dégradation de la matière organique. Alors voilà, alors quand on le fait sur des vraies fermes et à l'échelle d'un groupe, par exemple assez récent, c'est une évaluation qu'on avait faite sur un groupe dans l'Eure il y a 2 ans, eh bien on voit que, alors là ce sont des références qui viennent soit du centre de gestion qui documente ça pour ces fermes, soit des références qui viennent de Solagro avec le modèle Planète. Et on a ici en violet la part du CO2 à l'échelle de tout le sol de la ferme et la part de ce qui vient des 3 voies qui sont issues de la fertilisation azotée. Alors on a ici la colonne du groupe et puis on a ici les références. On voit bien que la première idée, c'est on vérifie bien dans la vraie vie que les gaz à effet de serre issus de l'azote, de l'usage de l'azote, dominent beaucoup plus que ceux du CO2. On voit aussi qu'un groupe qui du coup tente de travailler depuis parfois plus de 10 ans sur la fertilisation T, voire 20 ans pour certains, eh bien, à un moment donné, ça se voit quand même si c'est pas l'Amérique, ça se voit quand même très sensiblement par rapport aux référents. Et puis, si on regarde du coup uniquement la part des engrais azotés dans l'expression des gaz à effet de serre, on voit par exemple que effectivement il y a un effet de la bio. Pourquoi? Parce que si on si on prend la moyenne avec les bio, bah, on s'aperçoit que l'effet gaz à effet de serre en tonnes d'équivalent CO2, donc c'est intéressant parce que c'est un critère qui cause, ça veut dire qu'on est autour de une tonne 2 avec les 3-4 bio sur une douzaine de fermes, et que si on retire les bio, on est plus élevé, mais néanmoins, on reste plus faible que des références de plus de 300 fermes ou des références prises ailleurs avec Planète chez Solabro. Ça veut dire que ça vaut le coup du point de vue des gaz à effet de serre, on l'a vu aussi sur les nitrates avant, on le reverra après, de s'occuper d'être plus efficient sur l'azote. Voilà. Alors ensuite, une autre raison majeure qui n'est pas assez souvent mise en avant, c'est l'effet de l'azote sur la gestion des bioagresseurs. Alors, elle va pouvoir intervenir, cette façon de fertiliser différentes dans ce qu'on va appeler l'atténuation, qui joue aussi bien sur les mauvaises herbes, sur les ravageurs ou sur les maladies, de manière différente. Alors sur les maladies, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, par le fait qu'on ait une biomasse, un peuplement différent et un peu moins fort, qui génère un abaissement du développement des maladies. Et aussi, c'est pas assez souvent dit, les champignons sont également des êtres vivants, et donc plus d'azote, ça les favorise aussi en tant que tels, en tant que bioagresseurs. Sur les adventices, alors ça c'est plus récent, on va voir après, il y a des travaux qui ont moins de 10 ans là-dessus, mais moi-même il y a 10 ans, je vous ai moins souvent dire le lien entre la fertilisation azotée et sa disponibilité au cours du temps
avec la gestion des adventices. Aujourd'hui, on peut être beaucoup plus, non seulement courageux, mais documenté pour le dire. Et puis sur les ravageurs, il y a moins de travaux connus là-dessus. Il y a par exemple des travaux en écologie en Allemagne qui ont mis en évidence l'effet sur des peuplements en fin de cycle beaucoup plus riches en azote, qui ont attiré beaucoup plus de pucerons des épis, par exemple. Donc, alors ça, c'est encore moins connu, mais c'est dit. Alors, je ne sais pas si je vais pas prendre le temps de vous le montrer, mais il y a même des fois des références expérimentales anciennes qui montrent, ici c'est sur rouille brune, il y a longtemps, mais ce serait vrai aussi en 2007, plus récemment, etc., où on a pu montrer qu'il y a notamment un effet de la dose d'azote sur les courbes de rouille en particulier, mais ça serait vrai aussi sur la septoriose. Là, je vous montre d'autres résultats, on est en 2007, on est sur rouille, mais j'aurais pu vous le mettre aussi sur septoriose. Et là, on compare des itinéraires, c'est le fameux réseau blé rustique, où l'itinéraire 2, c'est il est très conventionnel dans un département, et l'itinéraire 3, il est bas intrant, et comme par hasard, il a 30 points d'azote en moins dans tous les essais. Et on arrive à montrer des différences majeures et dans les champs en gravité et aussi et alors ça pour dire qu'on l'a fait pendant 15 ans, ce réseau, il y a eu 160 essais qui sont absolument validés et l'azote était un des vraiment le pivot de l'itinéraire technique. Donc l'azote et les maladies seraient documentées. Ce qui est plus récent, donc là je vous parle d'une thèse notamment de Lorraine Pertam, euh, qui est beaucoup plus récente et qui a été intégrée dans le projet mené par l'équipe de Dijon à INRAE, et avec notamment l'ajout d'un module dans le modèle de développement des adventices qui s'appelle FLOR6, avec un module aujourd'hui qui est en train de se perfectionner, mais sur l'effet de la fertilisation azotée sur la gestion des mauvaises herbes. Et donc ça a été une thèse, vous voyez, qui est relativement récente, puisqu'elle est de soutenance 2020. Donc, on a des liens entre la façon de fertiliser et la gestion des bioavasseurs. Or, les deux enjeux sont très souvent présents en même temps, notamment dans des territoires à enjeux. Donc, je passe là-dessus parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Alors, ensuite, finalement, dans ce contexte-là, quelle peut être la place de la fertilisation dynamique des cultures? Pourquoi on la nomme comme ça? D'autres gens, notamment des instituts comme Arvalis, parlent aujourd'hui de fertilisation intégrale. Moi, à la limite, les termes, ça m'est égal. J'aime bien le terme dynamique, parce qu'il me semble très bien collé à ce qu'on fait, c'est-à-dire à l'idée qu'on suit le peuplement végétal, donc c'est la notion de dynamique, et que c'est le suivi de ce peuplement qui va nous aider à décider de la fertilisation. Donc du coup, je tiens à ce terme-là parce que je trouve qu'il est finalement plus adapté que le terme intégral. Alors, c'est pas une mise en cause, si vous voulez, du bilan de masse. Le bilan de masse, il est absolument intéressant pédagogiquement au niveau de tout y est, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli sur les postes de fourniture. Vous savez très bien que c'est une balance et il y a des fournitures qui sont exprimées avec des compartiments de fourniture et puis il y a des besoins. Alors, par contre, il y a beaucoup de débats à avoir sur le fait qu'en France, on est très, très branché bilan de masse, avec la méthode dite du bilan que beaucoup de gens nous admirent d'ailleurs en France. On est vraiment les rois du pétrole par rapport à cette méthode-là, sauf qu'elle a montré beaucoup de limites, peut-être par l'usage en tout cas qu'on en fait. Et elle contient notamment l'idée que quand on fait un bilan en janvier ou en février, voire même des fois dans certaines démarches avant Noël, ça veut dire qu'on accepte d'avoir de l'azote en trop si besoin. Et c'est ça le vrai problème. Moi, je pourrais encore citer des verbatims entendus cette année de gens qui ont fait des bilans eux-mêmes avec des outils adaptés de calcul et qui étaient étonnés du calcul sur leur donnée en disant mais je n'ai pas envie de mettre autant d'azote dans mes cultures. Et ça, si vous voulez, ça pose quand même question. Et on a la réponse, hein, c'est que les soldes d'azote non consommés par les cultures, alors c'est vrai que c'est des soldes théoriques qui sont calculés, là, ils sont quand même plutôt de l'ordre de 40 à 50 que de 20, c'est-à-dire d'azote non consommé à partir d'une fertilisation de sol. Et ça, c'est des sources des agences de l'eau qui nous le disent. Alors, les postes de fourniture ont mérite d'exister, mais ils sont quand même d'une estimation trop grossière. On verra tout à l'heure, notamment dans le cas des cultures d'été et par rapport aux postes fourniture d'azote du sol.
Or, tout ça, si vous voulez, n'est pas sans nous expliquer pour une bonne part le fait qu'on ait des problèmes, notamment dans les captages d'eau, mais pas seulement, mais qu'on ait de fuite nitrate, mais aussi des pertes sous forme de gaz à effet de serre. Et c'est quand même majeur aujourd'hui dans le réchauffement climatique. Alors, l'idée avec le principe de la fertilisation dynamique, c'est bien que la culture se nourrira justement prioritairement de l'azote qui est déjà disponible, que ce soit en sortie d'hiver ou que ce soit l'été, si on parle des cultures d'été par exemple. Et que ce faisant, eh bien, il est éventuellement une très bonne idée de suivre, si on peut, le statut azoté du peuplement azoté, puisque dans ce cas-là, il va nous indiquer lui-même où il en est de sa consommation en azote relativement à son besoin, le besoin étant ce que son développement lui indique comme besoin. Et donc, c'est la culture qui nous informe, d'où le terme dynamique qui me va bien. Alors, la visée, elle est donc que la fertilisation minérale soit plus efficiente. Alors, l'efficience, c'est quoi? C'est une division, c'est un rendement moteur si vous faites de la mécanique, c'est-à-dire c'est un ratio qui indique par rapport à ce que je vais mettre en usage, finalement, qu'est-ce que j'aurai en production de biomasse. Et si c'est une voiture, c'est avec 1 litre, combien je vais faire de kilomètres, ou avec 1 kilowatt, si c'est une voiture électrique. Donc ça, c'est vraiment une notion, je pense, que tout un chacun peut comprendre. L'efficience, c'est vraiment le rapport entre une consommation et une production, en l'occurrence. Et ça, plus on est efficient, si vous voulez, plus ça veut dire qu'on aura des soldes d'azote inutilisés en fin de campagne qui seront faibles. Et moins on aura de soldes, moins on aura généré des pertes, soit vers le sol, vers l'aérien. Alors du coup, cette façon de piloter, elle a un nom, parce que ça a donné lieu à une méthode, et je crois que son nom est quand même relativement bien connu, qui s'appelle APN sur blé. Mais je voudrais vous le montrer ce soir que tout ce que je dis là est largement capable pour la plupart des cultures, en tout cas même toutes les cultures, suffisamment nitrophiles pour mériter une fertilisation azotée. Et donc même une culture comme le tournesol par exemple ou le chanvre, où on considère que les fertilisations minérales sont finalement assez modeste et réduite. Et néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore progresser avec les mêmes principes fondamentaux, avec les mêmes règles de mobilisation de processus biologiques. Pas parce qu'une culture ne recevra que 70 unités, par exemple, en tendance, et ça ne mérite pas de regarder si on ne peut pas lui en mettre que 30 ou 40. Alors ensuite, il y a la question des cultures d'été qui me paraissent vraiment extrêmement intéressante parce que on a là une autre source de fourniture qui est très sous-estimée. C'est ce qu'on voit notamment dans les territoires en géo, parce qu'on a des mesures qui le montrent, et où finalement le poste de fourniture dans le bilan est très, très, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très, très souvent complètement sous-estimé. Et c'est ce qui explique qu'on peut faire des progrès encore beaucoup plus spectaculaires sur la fertilisation sur maïs, ou sur tournesol. Et d'ailleurs, sur betterave, l'Institut technique lui-même est peut-être celui qui a le plus avancé historiquement pour dire qu'on pouvait vraiment revisiter la méthode du bilan sur betterave. Alors, du coup, il y a quand même une règle de décision qui est multiculture. C'est pour ça que ça m'intéresse de ne pas parler que du blé. C'est l'idée, et ça, au moins ça qu'on peut retenir ce soir, d'apporter en fonction d'un statut azoté, et ça, les mesures qui peuvent nous y aider, comme la chlorophylle, et aussi en combinaison avec où on en est de la vitesse de croissance. Or, la vitesse de croissance, vous le devinez bien, vous le savez bien, elle est forcément très liée à l'atteinte de stade de développement. Si on a atteint et dépassé ce fameux stade de développement, on va être rentré en montaison, alors la production de biomasse peut être très forte. Ça veut dire que le besoin en azote sur un pas de temps de quelques jours, il devient beaucoup plus fort. Si on est capable d'accompagner ce besoin qui est d'un seul coup beaucoup plus rapide, c'est la vitesse de croissance, alors forcément qu'on va être beaucoup plus efficace, puisqu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que si c'est de l'azote minéral, notamment en particulier, eh bien, il est chimiquement pas très stable, et la forme nitrate qui est absorbée n'est pas très stable, et au bout de 3 semaines ou un mois, on peut avoir déjà des phénomènes de changement de forme et de réorganisation. Ce qui ne veut pas dire de perte, mais c'est plus la forme utilisable par la plante. Donc si on sait ça déjà, on voit bien finalement le fait que c'est pas du tout pertinent de mettre de l'azote, par exemple, au SMI sur aucune des cultures, puisqu'on va le mettre de l'ordre de
au minimum quelques semaines, voire mois, avant le fort besoin de croissance. Ça veut dire qu'on accepte dans ce cas-là que l'azote va rechanger de forme avant son usage. Et puis on va croiser aussi avec les conditions météo vers des conditions favorables à l'apport. Alors ça, je parle effectivement de la fertilisation minérale. On pourrait reparler de la fertilisation organique d'une autre façon. Et ça, si vous voulez, ce socle-là en bleu, c'est valable pour toutes les cultures. Donc ça veut dire que on peut avoir cette même approche pour toutes les cultures, même si on n'a pas des méthodes de calcul élaborées pour la décision d'apport. Là, je voulais insister là-dessus. Alors finalement, comment ça s'est passé? Je vous ai parlé tout à l'heure du blé rustique par rapport au lien avec la gestion des bioagresseurs. En réalité, si on refouille le blé rustique, son itinéraire, je l'ai déjà dit, le pivot était quand même basé sur déjà un autre usage de la fertilisation azotée. C'est vrai qu'on ne suivait pas avec des mesures, on ne faisait pas de suivi dynamique, mais on adoptait tous une règle qui consistait à embarquer finalement ça sans le dire, sur la base des travaux de Marie-Hélène Geoffroy, qui finalement avait bossé la première partie de ce qu'on appelle APN aujourd'hui, avant qu'il y ait la proposition de la méthode. Et cette première partie consistant à dire, finalement, il y a très peu de cas, on a besoin d'azote avant le stade de début montaison, ce fameux stade, donc on appelle les pieds 1 cm sur blé. Et du coup, on décalait autant qu'on pouvait l'azote vers le premier des pieds 1 cm, mais sauf si on jugeait que ce n'était pas possible avant. Et puis, et donc on en mettait moins globalement, mais en le décalant, on visait une meilleure efficacité, et ce qui voulait dire que arithmétiquement, quand vous augmentez l'efficacité, vous pouvez vous permettre de réduire, puisque ce qui compte, c'est la réalité de l'azote qui est absorbé et non la quantité d'azote apportée. Et chacun peut comprendre que si j'apporte une quantité d'azote X, mais bien anticipée par rapport aux besoins, mon coefficient d'usage ne sera pas extraordinaire et qu'alors, finalement, une dose limitée pourra atteindre la même absorption, mais en ayant mis moins. Et vraiment, la fertilisation dynamique, c'est là-dessus que c'est basé. Alors, du coup, alors bon, je ne vais pas passer ça pour gagner du temps, mais ça a fait ses preuves, que vous voyez que si on fait l'analyse dans ce réseau d'essais sur 160 essais, on avait déjà montré que finalement, si on regardait l'azote absorbé par les grains en l'ITK, donc avec 30 points de moins d'azote par rapport à l'azote absorbé dans l'LTK avec 30 points de moins par rapport à une dose X classique, eh bien finalement, on avait du mal à affirmer que c'était mieux, mais c'était en tout cas au moins aussi bien, si ce n'est plus, en termes d'azote absorbé dans le cas de la réduction. Donc ça, je voulais le montrer. Là, je voulais juste vous montrer aussi que cette efficience de l'azote, qui est centrale, c'est vraiment le cœur de toute méthode de fertilisation dynamique, c'est ce qu'on appelle le coefficient CAU. Et finalement, là, on est sur blé, on est il y a très longtemps, mais ça ne change rien. Vous voyez que ces coefficients, ils peuvent être très bas parfois, selon les lieux. Ça veut dire qu'ils varient très fort, mais ils sont relativement décevants dans beaucoup de cas. Hein, les 66, 83, etc. sont bien des pourcentages, c'est-à-dire j'amène 100 et combien va être absorbé par la plante. Et donc, travailler le CAU, c'est travailler l'apport non absorbé de la fertilisation minérale, l'absorption de la fertilisation azote, qui se réorganise ensuite dans le sol ou fuite avant la réorganisation. C'est-à-dire que c'est pas forcément perdu tout de suite, mais ça peut se perdre tout de suite ou se réorganiser. Quand ça change de forme, encore une fois, la forme absorbable par les plantes, c'est la forme nitrate et pas autre chose. Et le nitrate n'est pas stable longtemps dans le sol. Et donc, augmenter ce coefficient, c'est forcément diminuer la part de fertilisation non absorbée. C'est juste ça qui est remarqué. Alors ici, on a la même chose, mais ce sont des simulations. C'est sur colza. On voit bien qu'on a les CAU qui sont là. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour des apports précoces, je peux avoir des coefficients de 30% d'usage, alors qu'au 25 mars, je vais avoir des coefficients beaucoup plus forts. Et on a la même chose là, mais avec une autre stratégie qu'une autre date de semis. Mais c'est juste ça que je voulais vous montrer. La façon d'apporter l'azote par rapport à la vitesse de croissance et aux besoins en azote est déterminante sur le CAU. Et c'est surtout ça qu'on va vouloir regarder, notamment en s'aidant de mesures. Alors, si on regarde du point de vue de la fuite nitrate maintenant, qui intéresse un certain nombre de gens parmi vous, sans doute, que ce soit dans les territoires en jeu
ou que ça soit en termes d'agriculteurs ailleurs, on voit bien que ça, c'est ce qu'on appelle un système, une représentation simplifiée d'un système qui explique la fuite nitrate, mais dit autrement, ça peut intéresser tout le monde. C'est une forme de non-utilisation de l'azote, notamment vers la fuite. Et on voit bien que le couplage entre les précédents et les suivants sont importants, mais on peut re-questionner la question de la fertilisation de synthèse. Et si on la regarde, c'est bien la fertilisation plus efficiente qu'on peut travailler. Ça veut dire qu'on ne dit pas que la fertilisation azotée, c'est l'alpha et l'oméga de la fuite nitrate ou de la fuite de gaz à effet de serre, mais c'est quand même une pratique qu'on peut re-questionner pour faire progresser des fuites comme étant plus limitées, que ce soit vers les fuites nitrates ou que ce soit vers les fuites aériennes. Donc c'est quand même très important, même si ce n'est pas la seule pratique. Alors du coup, si on dit quelques mots quand même sur le blé, mais je ne veux pas développer plus que le blé, voilà, l'idée c'est, donc ça s'appelle APN, hein, et en fait si on le résume, ça veut dire piloter l'ensemble à la fois des dates et des doses d'apport d'engrais pour maximiser l'efficience, c'est-à-dire ce fameux CAU. Et ça, c'était une présentation qu'on avait fait dans une séance du RMT il y a quelques années, du RMT Système de culture innovant. Et je redonne ici le contact actuel, même si Marie-Hélène, bien sûr, est toujours présente avec Jean-Marc à INRAE, mais le contact à INRAE qui est Raphaël sur les questions de fertilisation dynamique. Alors, on n'a donc pas de dose calculée a priori, et la plante devient l'indicateur clé au service de la décision. Et donc, on va s'équiper un petit peu pour voir ce que nous dit la plante. C'est ça qu'on va voir après. Et ça veut dire que les carences, alors le mot carence, on pourrait le discuter, en tout cas, d'avoir des niveaux de statut azoté plus faibles est acceptable et voire même peut être recommandé pour, et notamment en lien avec les enjeux qu'on a dit précédemment et notamment de gestion des bioagresseurs. Alors, dans le cas du blé, on a la chance d'avoir de beaux équipements. On verra comment faire après sur d'autres cultures, puisqu'on a à la fois une trajectoire minimale ou seuil, donc on va essayer de jongler pour pas être en dessous. Et puis on peut aussi regarder la trajectoire standard établie depuis des décennies là-dessus. Et donc, à accepter des carences, faut bien se mettre d'accord là-dessus, et notamment pour les agriculteurs, les producteurs. C'est pas une carence au sens strict, c'est un niveau de statut azoté plus bas que le standard visé depuis 30 ou 40 ans. Ça veut dire un niveau azoté éventuellement plus faible, mais avec quand même cette fameuse trajectoire seuil pour éviter d'aller trop bas. Ouais, je préfère le dire comme ça, parce que le mot carence, il peut être très, très connoté. En se disant qu'un blé qui n'est pas fertilisé s'alimente donc d'abord aux dépens du reliquat, là on est sur blé, donc du reliquat sorti d'hiver. C'est-à-dire, bien sûr, vous allez me dire, on peut mesurer le reliquat, mais on peut aussi suivre le blé et il va nous l'indiquer par défaut à l'envers. Finalement, cette fameuse carence ou ce statut azoté plus faible, il va s'installer quand le reliquat sera consommé. Donc c'est pour ça qu'on va mesurer avec un indicateur intermédiaire qui est la chlorophylle, qui n'est pas de l'azote directement, finalement, ce qu'il en est de ce statut azoté. Et du coup, oui, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment sur la courbe d'absorption du blé et cette fameuse période de la montaison, on va bien sûr beaucoup plus s'attacher à éviter d'avoir des défais de statut azoté trop faibles pendant cette fameuse période de montaison, tout en se permettant de ne pas être forcément au niveau des valeurs repérées à une époque, et sachant que quand on fait ça, on s'aperçoit que beaucoup de champs de blé sont bien au-dessus, toute la saison, des valeurs identifiées comme ne posant aucun problème du point de vue du rendement. Beaucoup de parcelles de blé sont bien au-dessus. Alors bon, j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre cette expression de Marianne qui dit « Nous avons fondé notre raisonnement sur le fait que la culture est un bon révélateur de ce qui se passe dans le sol. » Et il y a donc, dans ce cas-là, pas besoin de prévoir tous les postes d'humération avec des calculs qui finalement sont avérés à amener à des surconsommations d'azote. Donc finalement, c'est l'idée que la plante va nous amener à être plus sobre que les calculs sauf parce qu'il y a des sous-estimations, notamment de fournitures. Pour ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire. La plante, si on la suit,
Et si on fait des mesures de chlorophylle, notamment, ça pourrait être demain des satellites, elle est en mesure de nous dire où elle en est. Et donc, elle peut nous aider. Et ce que finalement, elle nous dit, c'est qu'il se passe concrètement dans le champ, dans une situation agronomique, une année donnée. Alors là, ce qui est une base fondamentale de processus qui est absolument importante, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, une reprise, qui est valable pour toutes les cultures, c'est le fait qu'on voit ici le CAU, c'est-à-dire plus il y a une vitesse de croissance, plus il y a de vitesse de croissance, plus l'effet de la flageolisation amène à un fort CAU. Donc ça, c'est juste pour le remontrer sur les essais de l'époque, hein, qui était la première partie de Happy End et les travaux de Marie-Hélène. Et puis là, ça montre aussi quelque chose qui est très important pour la décision de fertilisation. Là, c'est indiqué en forme d'irrigation, mais c'est le fait qu'il y a une pluviométrie ou un apport d'eau suffisant pour valoriser rapidement l'apport de fertilisation. Là, on parle bien de fertilisation minérale. Donc, ça veut dire que ces deux éléments-là, alors ça, c'est moi qui ai inventé ce terme-là, il consiste à dire c'est le bouton 1 de votre décision. Et c'est valable pour toutes les cultures. Est-ce que je suis dans une période de croissance? Et est-ce que dans la semaine, j'ai de l'eau suffisamment annoncée de manière à me poser la question d'une fertilisation? Si vous n'avez pas les deux en même temps, alors ça vaut vraiment pas le coup de le donner. Et on peut prendre le cas inverse où j'ai un événement météo favorable, j'ai une vitesse de croissance finalement qui est plutôt déjà assez importante, mais mon statut azoté est bon. Et là, on verra après que, enfin, si on prenait en main la méthode à fond, qu'à ce moment-là, on pourra jouer avec la dose. Et ça, c'est vraiment un fondamental, c'est un bouton qui s'avère valable pour toutes les cultures au-delà du blé. Alors, je ne vais pas m'étendre trop, j'ai dit sur le blé, juste vous expliquer que le fameux INN qui est connu pour le blé, que beaucoup ont entendu au minimum parler, il est lui-même un ratio. C'est l'idée que, je vous l'ai dit, à une certaine époque, mais ça remonte à des décennies maintenant, il y a une courbe dite critique qui avait été établie et qui indique qu'en fait, c'est la quantité minimale d'azote pour ne pas avoir jamais de regret du point de vue de la quantité d'azote sur le rendement. Donc ça, c'est la teneur critique. Et puis après, on peut regarder la teneur observée. Et soit on est au-dessus, et à ce moment-là, l'INN est au-dessus de 1. Et quand je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de parcelles de blé qu'on s'amuse à les mesurer, qui naviguent pendant toute la campagne au-dessus de 1. Ça veut dire qu'on est carrément en excès, même par rapport à des références qui visaient ne jamais avoir de regret du point de vue de l'azote. Et puis si on est en dessous, on va voir que c'est pas très grave si cet écart, ou carence, comme vous voulez, moi je préfère écart, avec une référence dite critique, et pas trop longue ni trop faible. Alors ça, pour ceux qui ont fait des maths, ça peut s'exprimer comme ça. En gros, est-ce que la durée du statut azoté plus faible est longue, et est-ce que l'intensité est forte? Et pour les très matheux, ça se représente par une surface. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est que c'est tout à fait supportable si cette surface est faible, ou dit autrement, si l'intensité croisée de la carence, c'est-à-dire le fait qu'on ne baisse pas trop bas quand même, croisée ou combinée avec la durée n'est pas trop longue. Donc ça, tout un chacun peut le comprendre aussi que c'est bon. Et puis si on prend un effet de loupe, quel est l'effet sur le nombre de grains? Pourquoi ça peut marcher d'avoir cette carence relative, pas trop longue et pas trop forte? Parce que finalement, bien sûr que si la carence dure très longtemps, on voit bien que le nombre de grains, alors ça, vous voyez, c'est la durée par l'intensité, alors la durée par l'intensité qui augmente, donc la surface qui augmente de carence. Et on voit bien qu'à un moment donné, on perd des grains, on perd des grains, on perd des grains. Et l'indicateur de nombre de grains, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que si on maîtrise, grâce aux mesures et aux décisions, une carence limitée ici, eh bien, on va avoir un nombre de grains. Donc, chaque point est un résultat d'essai. On va avoir un nombre de grains qui va se maintenir. Et c'est bien ça qu'on cherche à en faire sur le blé, mais c'est aussi l'équivalent de ce qu'on peut chercher à faire dans d'autres cultures. C'est-à-dire que si on fait de la biomasse pour la méthanisation ou pour le fourrage, on ne raisonnera pas forcément pareil. Mais si on fait de la production de grains, alors on peut faire un nombre de grains et un rendement équivalent avec une biomasse éventuellement même un peu limitée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas la laisser aller trop loin non plus. Alors je vais vous pas vous, je vous montrerai sur d'autres critères,
sur d'autres courbes plus récentes. Mais en fait, là, c'est l'idée, vous voyez, il y a cette fameuse courbe critique qu'on peut descendre temporairement en dessous de cette fameuse courbe critique. Donc ça, c'est l'INN. Là, il y a des dates, mais que du moment qu'on va remonter, alors on va récupérer le même nombre de grains. Et là, c'est symbolisé ici même en quintaux. Donc on peut supporter d'être plus bas à un moment donné, du moment qu'on prend une décision opportune qui nous permet de remonter. On voit bien que par contre, si on prend la dose d'azote 0, le T-0 en fuchsia, ben, à un moment donné, l'INN il ne remonte pas, mais l'INN ne remonte pas, mais on aurait aussi le rendement qui ne va jamais remonter. Alors après, c'est ça que je ne vais pas trop développer ce soir, c'est que dans le cas du blé, et ça c'est la suite des travaux qu'avait fait Marie-Hélène avec une thèse qu'elle avait pour le coup encadrée avec Jean-Marc Ménard, qui était lui le directeur de la thèse, mais qui a consisté notamment avec Clémence Ravier, que je salue au cas où elle serait là, on ne sait jamais, ou qu'il le regardera peut-être plus tard, c'est ce qu'on appelle cet ABAC APN, mais qui consiste à être une grille qui nous aide à piloter avec un repère de dose. Alors, ce n'est qu'un repère, mais c'est vrai que c'est pas mal, notamment pour démarrer pour des débutants. Puisque, alors, comment ça a été élaboré? Ça, c'est élaboré à partir de travaux qui consistaient à revisiter des essais du passé de l'ordre de 200 et à modéliser finalement, en fonction d'une mesure aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire pour mon blé si je ne faisais rien, si je ne lui apportais pas d'azote, de l'ordre de 3 semaines plus tard. Et en fonction de ce que dit le calcul l'IAS modèle sur dans 3 semaines, de me renvoyer une décision pour aujourd'hui. Et cette décision pour aujourd'hui, elle se trouve dans cette grille qu'on appelle un ABAC. Et ça veut dire que c'est issu du travail de la thèse récente, enfin assez récente, de 2017 de Clémence Ravière. C'est un aller-retour en je mesure aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire pendant 3 semaines? Et en fonction de la réponse pendant 3 semaines, il y a une proposition de fertilisation aujourd'hui. C'est ça que j'ai pas envie de trop développer aujourd'hui pour laisser la place à autre chose. Et c'est ça qu'on peut appeler le bouton 2 de la décision. C'est donc ce bouton 2 dont on ne disposera pas pour l'instant, et peut-être pendant de longues années, dans d'autres cultures, mais il n'y a pas de panique. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir même sans ce bouton 2. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi à noter, je regarde l'heure qui passe, c'est que, voilà, on peut suivre la dynamique de l'azote. Et ça, c'est des verbatims d'agriculteurs. Intéressant d'avoir plusieurs mesures parce que ça montre si l'INN monte ou descend. Et ça, c'est vrai que le suivi de la courbe, j'insiste là-dessus, est plus important que d'avoir des valeurs dans un tableau. Moi, si on ne me montre pas une courbe, je ne sais pas trop analyser la situation. Et il faut vraiment, quand les acteurs s'en servent, que ça soit des courbes et de l'évolution sur une courbe qu'on regarde pour comprendre qu'est-ce qui se passe, ça baisse, ça remonte et pourquoi. Je n'ai pas apporté d'engrais sur la bantesse et finalement l'INN n'a pas chuté. Ça veut dire que les témoins zéro, et ça c'est très intéressant, pour les cultures, on n'aura pas d'abac. Ça veut dire qu'on va piloter en ayant un témoin zéro, on y reviendra tout à l'heure, et puis une bande fertilisée classiquement. Et on va se repérer entre les deux pour prendre des décisions de pilotage dynamique. Et puis l'apprentissage, c'est pour ça qu'on l'a appelé APN. C'était une super bonne idée de mon point de vue, parce que ça veut dire que c'est un apprentissage à la fois des agriculteurs, de ceux qui sont à côté d'eux. Il y a une prise en main, et les gens ne se comportent pas pareil 3 ans après que la première année. Alors d'ailleurs, ouais, je vous montre les débuts, ça va vite. Ouais, on voit des courbes, on voit des tests. Alors c'est intéressant de faire des tests. Là, on a 2 parcelles, une parcelle en très plein, une parcelle en très pointillé. Et là, il y a les résultats. Et vous voyez qu'on suit à la fois les INN, à la fois les doses d'azote. Et par exemple, là, on a quand même 200 points par rapport à 120 points pour faire des rendements. Et là, ça a été battu, hein, et je remercie Eric au passage, à Champ-Black. Et pour des protéines qui sont au même niveau, ça veut dire que on ne se dit pas qu'on va faire 80 points d'écart d'azote, mais à la fin, on est capable de dire qu'on a fait ça. Et on l'a, ça c'était quand même des très bonnes nouvelles dès les premières années. Puis après, on a progressé, et notamment avec le fameux bouton 1, en jouant avec la météo beaucoup plus habilement, et puis en jouant aussi avec cette notion de vitesse de croissance. Sachant qu'il y a un lien entre jouer mieux avec le bouton 1, ça veut dire aussi reconsidérer le bouton 2 avec la grille, avec la BAC, en jouant notamment sur les doses. C'est-à-dire qu'il y a des doses proposées dans la BAC. Rien n'empêche de se dire, normalement, je devrais avoir 0, mais là, aujourd'hui, cette semaine, il pleut pas la semaine prochaine, qui sera autour des pieds 1 cm, mais
Finalement, je ne devrais pas en avoir besoin, mais j'en mets 20 parce qu'il pleut. Ils annoncent du sec pendant 10 jours. Il y a pas de... Et c'est là l'intérêt d'une méthode dite ouverte au passage par rapport à des OAD dits boîte noire où vous ne savez pas finalement comment la réponse est produite. Et là c'est voilà, c'est aussi des évolutions d'INN hein, qu'on a ici. Donc au-dessus de 1, je veux dire, c'est de la consommation de luxe. Et puis en dessous, ben, on veille quand même à pas descendre trop bas. Et puis on a des événements de pluie. Donc vous voyez, il faut documenter ça quand on travaille. Alors là, c'est un petit bilan quand même qu'on a fait pour un article que vous avez peut-être vu passer dans la France agricole ces derniers mois. On a fait ça parce qu'on a eu aussi une action qui a été engagée sur 3 ans avec ça au titre du 30 000. Donc une soixantaine de parcelles en 2017, une soixantaine de parcelles en 2018, de l'ordre de 40 parcelles en 2019 avec une expression des rendements et de l'ordre, voilà, si on regarde en écart au PPF, de moins 15, de moins 37 ou de moins 21 points, ça veut dire que les cultures, eh bien, finalement, elles ont plus consommé d'azote disponible et que forcément, on a une expression de solde qui est plus faible, de solde d'azote post-récolte. Donc, si vous voulez, sur le temps long, et sur le temps court pour les gaz à effet de serre et sur le temps long sur les nitrates, bah, si on fait ça pendant 15 ans ou 20 ans, forcément qu'on va diminuer les risques. Alors bon, là c'est juste des petites photos qui montrent que vous êtes à droite et à gauche et je peux vous assurer que je vous mets au défi. Et d'ailleurs, Florent, s'il est là, c'est probable qu'il soit là, il va peut-être se reconnaître. Bon, on n'était pas capable de voir de différence. Donc, c'est aussi une méthode qui se prend en main au niveau visuel. Et puis, quand on voit des fois des petits écarts visuels, c'est pas du tout grave pour autant. Là, il se trouve que chez lui, on ne voyait pas. Là, si on est chez Eric, et on a éventuellement un petit écart. Et d'ailleurs, on a aussi eu cette année-là, clairement, donc vous le voyez mal ici, c'est ce qui nous a inspiré beaucoup. On est à peu près à la même époque que la thèse enfin, on est un petit peu avant la thèse de Lorraine Terfan, mais je ne sais plus trop exactement. Mais en tout cas, c'était très inspirant parce qu'on était obligé de voir qu'à l'œil, il y avait quelque chose qui était très lié à la fertilisation et tout droit dans le champ, du point de vue de la pression des vulpins dans ce cas-là. Alors là, c'est sur des choses plus récentes dans des bassins d'eau qui ont testé ça depuis 1 ou 2 ans. Et vous voyez que là, par exemple, on avait juste regardé des comptages EPI. On a cette fameuse courbe minimale, on a la courbe référence, on a l'évolution c'est très simple comme démo hein, pour une prise en main, une première année. L'évolution de l'INN, vous voyez, qui va largement au-dessus de 1 pendant longtemps. Et puis on a 2 décisions APN différentes. Donc on s'est amusé, on va dire, à prendre 2 décisions. Mais la courbe en vert foncé, elle est quand même avec une dose d'azote sensiblement différente, puisqu'on a de l'ordre de 40 à 50 points d'azote en moins pour un nombre de dépits qui n'est pas significativement plus faible. Alors que le témoin, bien sûr, lui, décroche son dépit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en pratique quand on est à la prise en main. Il faudra en parler par ailleurs. Alors, je vais vous passer ça, mais ça veut dire qu'on peut aussi estimer la méthode APN qui est ouverte de différents moyens, à la fois du point de vue du niveau de l'alimentation azotée du peuplement, APN est basé et mobilise essentiellement et pratiquement uniquement ça. Et puis le bilan de masse, bah, lui, il prend que des estimations calculées au préalable sans faire le lien avec le peuplement végétal. Puis entre les deux, on a d'autres méthodes intermédiaires de pilotage que vous connaissez ou vous avez entendu parler. Et j'ai mis un point d'interrogation parce que la question, c'est que il y a des OAD boîtes noires et ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre en main de la même manière, en forme d'apprentissage, que quand vous maîtrisez, que vous avez accès à tout ce que contient la méthode. Alors, je voudrais juste vous dire quelques mots sur pourquoi on peut s'y prendre autrement sur d'autres cultures. On aura le même bouton 1, hein, mais on n'aura pas le bouton 2, je l'ai déjà dit. On aura les mêmes critères sur la vitesse de croissance et les conditions de météo de l'apport, c'est-à-dire le bouton 1. On n'aura pas le bouton 2. Donc, comment on fera? Comment on fait déjà? Eh bien, il faudra avoir un témoin 0, un témoin fertilisé classiquement, et plus des mesures, bien sûr, de chlorophylle. Et alors, on va pouvoir se caler entre les deux sans se faire peur. Il y a de la marge. Alors, je vais aller assez vite parce que pourquoi, par exemple, sur colza, on peut le faire? Parce qu'il y a des travaux anciens, mais qui méritent d'être toujours remis, hein, qui datent des années 2005 à 2010, qui montrent que sur colza, finalement, dans la plupart des situations,
X-40 atteint à peu près les mêmes résultats que X ou X+40. Ça veut dire qu'on savait déjà qu'il y avait beaucoup de situations agronomiques où on pouvait être plus sobre et plus efficient. Ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Je vais passer là-dessus aussi, plutôt pour privilégier de vous montrer sur cette première année ce qu'on a fait. La biomasse, c'est quand même ce qui est le plus déterminant pour le rendement dans le colza, l'atteinte de biomasse suffisante. Donc, on peut avoir, par exemple, une courbe de biomasse minimale. Et l'hypothèse, c'est qu'on peut suivre la biomasse, mais pour prendre des décisions de fertilisation azotée pour conduire et piloter cette biomasse, eh bien, l'hypothèse, parce qu'on avait déjà mesuré comme ça à blanc pendant 2 ans des colzas, et on s'était rendu compte que la gamme de mesures pour la plupart des cultures dans le colza était à peu près la même que celle du blé. Et moi, je m'étais rendu compte que des colzas étaient parfois voilà, plus faibles en statut azoté que des colzas plus fertilisés. Et ici, on a donc fait 2 choses sur 4 parcelles cette année. Par exemple, quand on s'est retrouvé le 18 mai, on a refait des biomasses. On avait des biomasses équivalentes et très très fortes. J'aurais pu vous mettre des photos, j'en ai pas mis, avec quand même de l'ordre de 50 points d'écart en azote. Donc ça cause, j'espère que peut-être on pourra faire les rendements, mais déjà on a, et Carnioga indique depuis toujours que la biomasse c'est quand même l'élément essentiel explicatif du rendement, même si après bien sûr on peut avoir des phénomènes atténuatifs comme l'année dernière, des maladies du feuillage diverses qui ont bien sûr atteint les rendements, mais ça aura pu être vrai sur toutes les modalités. Donc on a quand même des choses très très prometteuses sur colza aussi, avec des doses beaucoup plus limitées, parce que même le 78 unités d'azote, il n'y a rien qui permet de dire qu'il ne va pas faire le même rendement, parce qu'il a quand même atteint une biomasse très très suffisante de 8 kg. Donc voilà, je voulais juste vous montrer aussi sur une culture d'été ce que ça donne et pourquoi c'est important. Parce qu'on a un problème, il y a souvent derrière maïs beaucoup de reliquats entre hivers. Et moi, quand j'ai vu ça, je ne vous cache pas que j'ai dit, mais c'est pas normal, parce que finalement, le maïs, c'est potentiellement un très bon consommateur d'azote sol l'été, étant donné que c'est une culture d'été. Donc ça veut sans doute quand même vouloir dire que il y a beaucoup d'azote circulant et que derrière le maïs, il n'arrive pas à tout absorber. Mais du coup, ça questionne aussi la fertilisation azotée. Non pas en considérant qu'à l'année, elle explique le RH, mais en tout cas sur le fait qu'on pourrait quand même déjà commencer par en mettre moins sur le maïs. Donc ça, c'était l'origine. Alors, juste pour vous montrer un exemple, c'est encore plus décoiffant, puisqu'on a là en pointillé le témoin zéro azote. Et on a fait quand même 17 démos sur 3 ans. Il n'y a que 2 démonstrations, donc des démonstrations simples, hein. On a été jusqu'au comptage grains par mètre carré, on n'a pas pu battre. Mais il n'y a que 2 situations agronomiques qui ont décroché sur le témoin, mais qu'on a repérées et sur lesquelles les décisions d'azote ont permis de s'en sortir. Et les 15 situations sur 17 restantes, on a des témoins qui pratiquement ont été au même niveau de rendement de grains. Et je peux vous assurer que dans les parcelles, c'était impossible de se retrouver si on n'avait pas ou mis des jalons, et parfois les jalons, les sangliers les viraient, où on avait un comptage de rang pour être sûr de savoir où on en était. C'était impossible visuellement de se repérer, la plupart du temps, entre des témoins et des fertilisations qui allaient à 120 ou parfois 150 kilos. Donc ça veut dire que si ça vous intéresse, c'est plus facile et plus prometteur encore sur maïs. Voilà, et là, je vous mettais le cas par honnêteté simplement, de dire on est capable de décider en dynamique aussi. Là, c'est le cas des 2 parcelles qu'on décroché au niveau des témoins. Vous voyez qu'avec une fertilisation dynamique de type, alors pas appienne, mais de type dynamique, en mesurant, on s'est rendu compte que ça décrochait. Et dans ce cas-là, il y a pu y avoir un apport. Et cet apport, il a permis alors il s'est fait à 7-8 feuilles. Et parce qu'on sait aussi que la parcelle était à cailloux et moins profonde, et on voyait que ça commençait à décrocher. Et dans ce cas-là, ça n'a pas été un souci, avec un apport très limité, d'atteindre le niveau de grains par mètre carré. Vous voyez, c'est déjà possible de manière très simple sur maïs. Je ne parle pas de la betterave, mais il y a des travaux, et l'Institut technique le dit lui-même. Donc tout ce qui est entre guillemets, ça vient de l'ITB, mais effectivement, ils ont déjà un calcul de bilan qui est beaucoup plus adapté à la prise en considération de l'azote sol en estival. Et néanmoins, ils considèrent qu'on pourrait aussi, malgré tout, dans un certain nombre de parcelles, aller encore plus loin. Donc voilà, j'en arrête là.
J'avais espéré être moins long, mais et j'espère qu'il y a encore des gens pour poser des questions. Eh bien, je te remercie Bertrand pour ta présentation. J'ai quelques questions dans le chat et je m'en suis noté aussi pas mal de mon côté. Hop là. Est-ce Qu'est-ce que que je je... quitte peut-être le diaporama ou tu crois que je pourrais Oui, en avoir oui, besoin? oui. Tu peux quitter le diapo. Non, non, garde reste sur le diaporama. Peut-être retourne sur ta première diapositive. Moi, j'aurais des questions sur certains Alors, attends. éléments. Du coup, je Euh, vois partage. Alors, vas-y. Écoute. alors, il y a une question d'Olivier qui dit: Bonsoir, j'ai entendu parler en Bretagne de l'eutrophisation liée à la culture du porc. Est-ce le cas où l'utilisation de produits azotés? J'ai également entendu dire que le lisier liquide crée une asphyxie du sol à l'opposé du compost de viande de porc. En écologie, on parle souvent de l'équilibre C sur N, sachant que les adventices sont l'expression de la qualité d'un sol. Lors d'un surplus d'azote dans les sols, un apport carbone n'est-il pas la solution? Donc là, c'est une question un peu plus large que ce que tu as pu présenter. Alors, bon, la référence, elle est. Alors, bon, c'est. Le cas de la Bretagne, on a beaucoup d'azote, mais qui vient aussi d'origine animale. Donc, je pense que la personne parle de, non pas de la culture, mais de l'élevage de porc. Mais à la limite, l'azote n'a pas de préférence, hein. Que ce soit du porc ou d'autres animaux. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a affaire à ce qu'on appelle aux déjections, et donc qui deviennent des matières organiques qui contiennent de l'azote, et que c'est leur usage sur un territoire massif qui peut conduire dans la durée, hein, sur des décennies, à avoir un niveau d'azote qui circule dans les sols qui est tel que là, on est au-delà des questions de fertilisation et de la question peut-être de ce soir. Ça ne veut pas dire que c'est pas le même sujet, mais l'eutrophisation, elle est liée à de l'azote, comme je l'ai montré, mais ce n'est pas que les questions de fertilisation azotée qui sont en lien. Alors bien sûr, ça veut dire que, encore plus qu'ailleurs, pour regarder de très près ce qu'on remet sous forme d'apport de fertilisants, mais il y a déjà intrinsèquement un souci avec éventuellement ce qu'on appelle des excédents structurels territoriaux en azote organique qui vient des élevages. Donc c'est toujours de l'azote, mais voilà. Je ne sais pas si du coup ça. Mais Ok. bien sûr qu'on peut embarquer la fertilisation dynamique encore plus, mais ça ne va pas résoudre suffisamment la question dans les excédents structurels de. Mais en ce qui concerne bio, pourquoi pas? euh, on peut réfléchir pour un système bio à faire différents apports organiques azotés et vérifier leur fonctionnement a posteriori avec un SPAD 502 par exemple. Oui, alors, je ne l'ai pas abordé, mais effectivement, d'ailleurs, moi, j'ai des gars qui ont été équipés à l'époque d'un SPAD 502, c'est ce qu'on appelle un chlorophyllméteur. Alors, ça mesure la chlorophylle, ils sont en bio, ils se reconnaîtront s'ils sont là, et ils l'ont gardé pour faire du diagnostic. C'est-à-dire, ça ne peut pas les aider à décider parce que un engrais organique, ça, c'est un souci d'ailleurs permanent en bio, ne réagit pas rapidement. Donc, c'est une question permanente sur quand est-ce qu'il faut apporter. Donc, le fait du suivi d'azote ne peut pas permettre de prendre une décision qui va être efficace, comme le minéral, dans les 8 jours, quand la bonne vitesse de croissance et la météo favorable. Mais par contre, effectivement, ça peut permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le peuplement végétal en bio du point de vue de l'azote. Mais globalement, du point de vue de l'azote. Parce que finalement, c'est plus la fertilisation en bio qui compte uniquement, mais c'est vrai aussi en conventionnel. Il faut toujours bien se redire, le suivi dynamique, c'est-à-dire le suivi du peuplement, il indique ce que la plante absorbe, ce que le peuplement, c'est-à-dire l'ensemble des plantes, hein, absorbe en azote, sans vouloir savoir d'où ça vient. À un moment donné, il faut oublier la source. Et donc, bien sûr, par extension, c'est possible de le faire en bio. Je regarde qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'absorption en azote, en bio comme en conventionnel. Ça, c'est vrai. Par contre, je ne peux pas m'en servir pour décider d'un apport organique parce qu'il ne va jamais réagir assez vite. Ok. Vas-y, peut-être. Non, mais j'espère que ça répond à ta question. Tout à fait. Et donc, avec cette méthode de pilotage dynamique, via la mesure de l'INN,
si j'ai le potentiel qui est là, donc le sol qui le permet et le climat, en respectant les INN à ne pas descendre en dessous, je peux, si j'ai un terroir pour ça, faire 110 quintaux en blé, quoi, j'imagine. Bah d'ailleurs, oui, d'ailleurs, il y a des déplafonnements, la loi de facteurs limitants, depuis qu'il y a eu quand même un développement de la bio, même si c'est très en difficulté aujourd'hui, on le sait bien. Il y a quand même des gens qui sont mis à faire de la bio dans des très bons territoires. Et après, bon, je ne dis pas si c'est bien ou pas bien, mais on sait tous qu'il y a plein de façons différentes de faire de la bio, notamment avec un recours à de l'azote organique, donc qui rentre dans le cahier des charges, beaucoup plus conséquent. Donc on peut déplafonner du point de vue du facteur limitant azote et rendement bio, exactement comme par ailleurs en conventionnel. Et c'est le cas. Il y a des rendements bio dans des très bonnes terres, avec beaucoup d'apports d'azote organique, qui sont, du coup, qui montrent qu'ils sont complètement déplafonnés. Ça, c'est explicable. Par contre, on ne pourra jamais le faire en dynamique, donc ça je ne sais pas si les bios sont là, ils vont peut-être mal le prendre, mais ça questionne du coup le fait que c'est beaucoup plus compliqué de jouer l'efficience des apports organiques en bio qu'en conventionnel avec du chimique, bizarrement. Il y en a un qui est connoté mauvais, l'autre bon. Du point de vue des pertes, il faut bien considérer que c'est la même chose, hein. La source, elle vient, OK, de l'organique, il n'y a pas la partie industrielle, d'accord, mais une fois que c'est au champ, beaucoup d'azote organique ou beaucoup d'azote minéral, ça génère les mêmes pertes potentielles. Il faut bien avoir ça en tête, que ce soit sous forme de gaz à effet de serre ou que ce soit sous forme de pertes nitrate. Puisqu'à un moment donné, il me faut la forme nitrate absorbée par la plante, et chaque fois que je pars d'une autre forme pour amener le nitrate, ou chaque fois que je pars du nitrate qui va changer de forme, à chaque fois j'ai du gaz à effet de serre. Ça, c'est pareil bio ou pas bio. Donc, plus on va monter l'azote organique en bio, plus on peut avoir finalement des effets sur les pertes aériennes en gaz à effet de serre ou minéral, sous forme de nitrate, qui soient du même niveau, hein. Et ça, c'est un sujet qu'on découvre dans les territoires en jeu haut avec qui je travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on parle au monde bio de cette question-là. L'azote, en gros, n'a pas d'odeur, hein. Une fois qu'il est dans le sol, il peut générer les mêmes effets. Ok, c'est très clair. Et merci pour ces précisions. Mais oui, mais en fait, ma question concernait plus précisément un conventionnel. Faire de la fertilisation dynamique pour des gens qui ont des terres très productives, c'est pas forcément être condamné à faire moins 20 quintaux, je veux dire. Non, 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 parce que c'est pour ça que j'aime pas le faire, le terme forcément carence, c'est-à-dire que vraiment l'idée majeure à retenir ce soir, c'est on vise une meilleure efficacité et efficience, parce que le terme scientifique, ça veut dire c'est le ratio. C'est j'apporte un, combien je vais produire. Ou prenez l'image, hein, j'apporte une unité d'énergie pour faire avancer quelque chose. Ça peut être une pierre, hein, dire énergie pour tirer une charrette, c'est des chevaux. Pour faire avancer une voiture, c'est pareil, c'est un ratio. Combien je dois mettre d'énergie? C'est ça le monde on fonctionne à l'énergie, le monde du vivant. Mais voilà, et aussi maintenant avec du non-vivant. C'est dire le rapport de l'énergie pour produire, que ça soit un véhicule ou que ça soit du végétal. Et c'est ça qu'on recherche. Et on voit bien, on comprend bien arithmétiquement que si j'ai une efficience de 80%, arithmétiquement, ça me permet d'en mettre moins en quantité au départ que si j'ai un ratio d'efficacité de 50. C'est ça qui va nous permettre la sobriété. On ne décrète pas qu'on va être sobre. On ne dit pas je veux être sobre parce que, ce qui peut se faire, hein, qui est entendable. On dit, ça peut être une deuxième décision, hein. On peut en plus, si on a une pénurie, dire je vais m'aider avec la fertilisation dynamique, mais de toute manière, je vais m'arrêter à un niveau. Moi, j'ai des agriculteurs que j'ai accompagnés qui prennent cette troisième décision. C'est-à-dire, je fais de la fertilisation dynamique et en plus, je ne vais jamais me permettre d'aller au-delà de 120, par exemple. Respect. Mais on peut ne pas le faire et dire, eh ben bien, moi, je vais travailler l'efficience, mais je me permets d'aller aussi haut que possible. Et ça, c'est ce que permet pour le coup la méthode proposée. Et c'est vraiment un problème d'arithmétique, hein. Si je suis plus efficient, alors je peux en mettre moins. Parce que c'est clair pour tout le monde. Et c'est Mhm. pas une réduction arbitraire.
Et d'ailleurs, Appien n'a jamais dit, et ce serait vrai pour les autres cultures, qu'on va se forcer à réduire. Il y a, je ne les ai plus en tête, mais un pourcentage de cas, par exemple, si on prend 100 situations, il y en aura peut-être de l'ordre, je crois que c'est 15 ou 20, où on ne va pas réduire. Voire même, pourquoi pas, quelques situations, alors très marginales, on pourrait être amené à en mettre plus. Il s'avère qu'en grande tendance, on en met moins. Mais pour les raisons de processus qu'on mobilise, si vous voulez, il n'y a pas de hasard. Puisque on va jouer sur le moment de la vitesse de croissance et les conditions météo, on va forcément être plus efficient, donc on pourra en mettre moins. C'est quand même dans la logique de conception de la méthode. Mais in fine, quand on dit moins, d'abord, ça veut dire par rapport à quoi? Si c'est par rapport à la méthode du bilan, ça peut juste être par hasard que parfois on est amené à en mettre moins. Ok. Une autre question, donc là on parle de coefficient à part d'utilisation vis-à-vis d'un stade, d'un indice de nutrition azoté et donc d'un fractionnement. Est-ce que, pour se souvenir un peu de ce sujet-là, tu as travaillé la notion de densité de semis d'une culture, je pense par exemple à un blé, hein, qui est un bon archétype, euh, vis-à-vis du coefficient à part d'utilisation en termes d'azote réellement consommé pour faire de la céréale produite, où certains résultats bretons nous amènent à penser que plus je sème de rue, plus je vais avoir de la biomasse verte, donc plus je vais devoir azoter pour emmener tout le monde au bout, et je pourrais baisser dans une certaine mesure la densité de semis pour avoir moins de salade inutile et, entre guillemets, plus d'épis et donc de grains, en Oui, conditions alors limitées. ça, je ne vais pas rouvrir le diaporama, mais le fameux itinéraire blé rustique, qui n'est pas du tout assez mobilisé alors qu'il est très puissant, documenté sur 15 ans, 166 ans encore une fois, il jouait là-dessus. Mais du coup, on voit bien que dans la méthode, puisqu'on parle du peuplement et de la biomasse, si on installe une biomasse, on a plusieurs leviers d'action pour installer une biomasse plus faible pour produire autant de grains. C'est l'azote, mais c'est aussi la densité éventuellement. Mais du coup, la méthode, par définition, va le montrer, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de calcul de je mets telle densité pour en mettre moins d'azote. C'est, par contre, je comprends que j'installe une biomasse plus faible, donc le statut azoté va le montrer. Pour ça, c'est intéressant de parler de ce que certains connaissent, qui s'appelait la méthode LIMO, et qui est dans la même veine de travaux, hein, des premiers travaux, de la première génération de travaux, qui a fait finalement la première partie d'Appienne. Et, on a parlé et la bande LIMO, elle consistait à semer la fameuse bande double densité, pour répondre à ta question, et ce faisant, ça remplaçait la vague, si vous voulez. Puisque un blé plus dense, va chercher à aller plus haut, plus vite pour capter de la lumière notamment. Et donc on sait très bien, ça c'est documenté, ça se voit avec les yeux, qu'il va avoir une biomasse plus forte tant qu'il y a de l'azote. Et donc il va montrer la fin d'azote dans la parcelle entre 15 jours et 3 semaines plus tôt que dans la bande. Donc c'était très intéressant, et c'est dans la même veine de travaux, pour finalement remplacer la modélisation qui a donné la BAC et dire finalement, ma double densité me montre à quel moment, à quoi va ressembler mon blé si je ne mets pas d'azote dans 3 semaines. À quoi ressemblerait mon blé dans 3 semaines, pardon, si je ne mets pas d'azote aujourd'hui. Donc c'était vraiment la même idée que la production de la BAC, qui est une modélisation pour le faire. Et du coup, nous, par exemple, on a arrêté les bandes, enfin, quand je dis nous, le groupe que j'ai accompagné, il n'y en a qu'un qui avait des bandes de densité qui décrochaient. Les autres ne voyaient jamais de décrochage avant un pied en centimètre. Donc, au bout d'un moment, ils les ont abandonnés parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de se poser la question avant un pied en centimètre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la BAC qui est issue de travaux, mais si on n'a pas la BAC sur d'autres cultures, on pourra aussi jouer sur des choses de ce type-là. On pourrait même inventer, j'y pense à l'instant, une vente double densité colza à l'automne, Ok, pour l'automne. pas bête, effectivement. Euh, la question qu'on doit te dire à chaque fois, hein, oui, mais Bertrand, je fais APN, j'ai un coup de sec, je suis mort. Alors, on doit tout le Oui. temps te le dire, c'est là, et tu viens Alors de te dire, d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça. oui, oui, moi je suis très ouvert là-dessus parce que et c'est ça l'apprentissage aussi qui se fait. Et c'est pour ça que je voulais parler du bouton 1.
à quel stade de développement je suis et est-ce que je suis sur une période où les nuits sont pas trop froides, etc. Parce il y a deux choses pour la vitesse de croissance. Il faut avoir un stade qui explique qu'on va beaucoup potentiellement faire de biomasse, mais si par exemple il gèle la nuit ou il fait 2 degrés la nuit seulement, je veux dire que les plantes elles s'en rendent compte et malgré le stade, il n'y a pas beaucoup de production de biomasse. Et dans ce cas-là, c'est pas que la question du sec, il y a aussi la température. Mais admettons que j'ai une période favorable à la vitesse de croissance et qu'il fasse sec. Effectivement, la question se pose. Ça sert à rien de mettre de l'azote déjà, et d'une. Et du coup, ça questionne plutôt la question de qu'est-ce que je fais dans la période où il y a encore de l'humidité suffisante, même si c'est pas mon stade rêvé en termes de vitesse de croissance. Et c'est là qu'il faut faire un usage, le bouton 2 de la décision, de la fameuse grille, puisqu'elle existe sur blé, bah de finalement comment je m'en sers, quitte à ne pas la prendre à la lettre, et à dire, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, je ne suis pas tout à fait à un centimètre, mais les conditions sont favorables à la croissance, à la production de biomasse quand même en météo, et c'est favorable à l'apport, là je parle bien de minéral, hein, pas d'organique, donc je peux jouer sur la dose et dire 20 points vont peut-être me suffire parce que je ne suis pas encore dans le grand stade de développement, et je vais mettre 20 points parce qu'il pleut, ce qui va éventuellement me garantir même si la BAC, normalement, enfin c'est pas normalement, la BAC contient, si vous voulez, finalement, elle est basée sur les années les pires, du point de vue notamment du stress hydrique, sur les 25 dernières années. Mais malgré ça, on a le droit d'utiliser la BAC, en fait, on n'est pas scolaire. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir une méthode open, ouverte, par rapport à une méthode fermée. Et je peux vous dire que cette année, c'est un bon exemple. Il y a des nouveaux venus dans la méthode, et ça s'est joué par exemple dans certains territoires à 2 jours près. À 2 jours près, autour du 20 mars, il n'y a plus eu d'eau significative pendant très longtemps. Alors qu'on était plutôt 8 à 10 jours avant le stade des pluies en centimètres. Donc oui, c'est ça, et c'est là que les apprentissages augmentent. Alors que si c'est une méthode fermée qu'on proposait, eh ben elle dirait, bah non, là, t'en mets pas du tout. Et c'est pas forcément grave. La dose est très intéressante. C'est-à-dire accepter parce que pourquoi on pourrait dire 0 normalement? Parce que le coefficient d'usage, on se doute qu'il va pas être bon, le CAU. Mais arithmétiquement, un CAU moins intéressant qu'on ne le voulait sur 20 points, ça a beaucoup moins de conséquences que sur 60. Donc c'est ça aussi de matcher avec le bouton 2 de la BAC. La BAC, soit on avait deux pistes, hein, mais INRAE n'est pas là pour multiplier les petits pains d'ABAC. C'est un job parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait multiplier le nombre d'ABAC sur les territoires, les situations agronomiques. Soit on en a peu qui sont des repères et on apprend à matcher avec. Ce qui est, on n'a pas le choix, l'hypothèse à proposer. Alors si on prend les cultures qu'on n'a pas, bah, ça veut dire qu'on peut appliquer la même façon de faire. Je ne suis pas dans des vitesses de croissance les plus fortes, mais c'est la même chose. J'ai un événement météo et les meilleurs. Alors les prévisions peuvent se tromper, mais les prévisions m'indiquent que je vais peut-être me prendre du sec. Après, eh bien, j'ai le droit de jouer avec la dose faible. Il y a des témoignages encore de cette année, hein, notamment des nouveaux que je vois sur Colza, où effectivement, ça pose la question, même chez certains, de racheter un jeu de buse ou de mélanger de l'eau pour être capable de mettre 20 points. Il y a des agriculteurs, moi, que j'avais rencontrés il y a 3-4 ans dans le Berry, qui disaient être capables de mettre de 10 à 15 points sur colza une période favorable. Ça va dans le sens de la sobriété quand même, parce que ça utilise les conditions favorables de l'apport. Dans le bouton 1, qui est une combinaison entre conditions favorables de l'apport et vitesse de croissance. Et dans la vraie vie, je ne suis pas toujours dans l'idéal, donc je peux matcher avec la dose. Ça va? Très bien. J'ai une petite question sur ton diaporama. Tu as présenté tes essais de suivi dynamique sur le maïs. Et je n'ai pas compris les axes verticaux, ou du moins ils n'étaient pas légendés. Alors il faudrait que je... Là, il n'y a plus de partage, c'est ça? Tout à fait. Euh, Bon.
Là, c'est repartagé. Là, oui, Et effectivement. comment tu le vois là? En double, par contre? Je le vois en double, mais ça reste clair, hein, c'est pas un souci en soi. Non, mais je vais faire mieux. C'est mieux là? Euh, C'est pas incroyable, je crois que c'était mieux avant, parce que là, c'est zoomé, mais ton diapo à gauche est coupé à moitié. Ah bon? Alors ça, c'est pas normal. Mince alors, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Tu as dû faire un CTRL+, je pense, non? C'est comme si tu avais Non, zoomé à mon pour... avis, Ah, là, c'est non. bien, là, ça va. Là, ça va, oui. Là, tu vois quelque chose? Moi, je vois plus rien, non? Je vois les deux diapos, je vois les tuiles à gauche et Ah le vrai bon? diapo à droite. Mais ça fait le travail, il n'y a pas de souci en soi. Non, mais sauf que moi, je vois plus. Ok, tu es diapo 34. Euh, alors attends. Je vais faire ça, et puis après, je vais le masquer. Ah oui, la société, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et par contre, faut que je le ferme, ça, maintenant. Non, ça va toujours? Là, je vois toujours, oui, il n'y a pas de souci. Euh, alors ça, on n'a pas d'INN. On n'a pas le ratio enfin, statut azoté observé sur statut azoté dit critique. On l'a pas. Il est probable qu'on l'aura pas sur colza et Terrinavia et Taravaille, mais c'est pas sûr qu'on l'aura. Et d'autre part, je pense qu'on peut s'en sortir. Donc c'est le niveau de mesure avec le chlorophylle qui s'appelle par exemple un SPAT 502 ou une pince N-tester pour ceux qui ont accès à une pince dite N-tester ou un Bluetooth N-tester que vous pouvez avoir chez ARA. Donc ça, c'est le niveau de mesure de chlorophylle. Et de l'autre côté, ce sont les doses d'azote, puisque en histogramme, ce sont les apports d'azote. Alors vous voyez, en conventionnel, en général, les gens dans nos régions, ce qui n'est pas terrible, mettent de l'azote au semis ou dans la terre, plus ou moins recouverte, voire complément semi, et très peu mettent en deux parties. En tout cas, là, bon, voilà, la référence, c'était 120 points de dose bilan mis au SMI. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 6 semaines avant les besoins. Un maïs absorbe très mal de l'azote avant 6-8 feuilles. C'est plutôt vers 8 feuilles qu'il y va. Et alors là, je peux vous assurer que c'est une quatrième année. Il y a des jeunes collègues qui mesurent cette année dans leur territoire et ça se confirme, fertilisé ou non, aucune différence avant 8 feuilles. Il est assez nul pour absorber de l'azote efficacement avant. Donc ça veut dire qu'on en met dans le sol de l'ordre de 6 à 7 semaines ou à 8 semaines avant le besoin. Et donc ça veut dire que là, les courbes qu'on voit sont les courbes de statut chlorophylle, mais qu'on peut par extrapolation assimiler à des courbes de statut azoté parce que c'est très robuste, et d'une, et puis là on a le nombre de grains produits. Ça va? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que j'ai produit le même nombre de grains. En plus, je peux vous dire que même en biomasse, les photos, c'est exactement les mêmes, avec des statuts azotés qui ont été de même niveau. Bah, les deux combinés, j'ai les mêmes statuts azotés à la fin, avant qu'il n'y ait plus de feuilles vertes. Et puis je mesure le même nombre de grains, même si je n'ai pas le luxe de faire une récolte rendement. Et donc, ouais, voilà, ça veut dire que j'ai une stabilité de la production de grains à l'arrivée. La méthode de comptage des grains pour HPM Arvalis, elle est historique, elle est quand même très robuste. Alors, je ne vous dis pas à un quintal près, mais elle est extrêmement robuste. Donc, voilà ce que Ok. ça exprime, ces deux grandeurs. C'est la chlorophylle, mais qu'on pourrait assimiler à un statut azoté, sans problème, sans difficulté, et puis la dose d'azote, parce qu'on regarde azote, et on peut donc dire que les courbes qui sont très proches les unes des autres, bah, finalement, vont générer le même résultat. Voilà. Mais avec un niveau d'azote, bien sûr, très différent. Et donc, ce décalage entre l'apport et le besoin, ça nous mène à une question. On a quelques pistes de réponse, mais qui est assez peu traitée en publication technique qu'on peut voir. C'est si je fais un apport d'azote en décalage des besoins, donc un apport d'azote minéral non consommé, au bout de combien de temps de résidence dans le sol, on considère que cet azote n'est plus disponible, donc qu'il s'enfonce trop profond ou qu'il est chélaté par Alors, la matière organique du sol et la CEC, quoi. ouais, alors c'est pas une question trop de il s'enfonce ou pas, c'est ce que je vous disais, c'est que la forme
En fait, on dit le nitrate. C'est pour ceux qui ont fait un truc de biochimie. C'est pas une molécule stabilisée. Le nitrate, c'est un ion. On devrait parler de l'ion nitrate. Ça veut dire qu'il n'est pas stable dans le temps. Or, on a de la chance parce que c'est la même forme chimique, cet ion, qui est la forme d'absorption par les plantes. C'est cette forme-là qu'elles absorbent. À un chouïa après, hein, le reste est très mineur. Et c'est aussi la même forme qui fuite. On a vu que c'était la même forme qui, soit dans un sens, soit dans l'autre, quand ça changeait de forme, qui générait à ce moment-là des productions de N2O. Donc, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mettre de l'azote, comme là sur maïs ou sur betterave, sur tournesol ou sur chanvre, 6 à 7 semaines avant l'usage, c'est quand même tout sauf pertinent, et je crois que, oui, je me mets dedans, on ne l'a pas assez dit au monde agricole. L'azote sur nitrate, il reste pas là à attendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est perdu pour toujours. Ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes, par exemple, en cas de l'azote sur maïs ou betterave, ce qui n'aura pas été consommé dans un premier temps sous forme nitrate va changer de forme et se réorganiser. Mais ça ne veut pas dire que après on n'aura pas une relibération. Mais en fait, après, cet azote-là va aller gagner ce qu'on pourrait appeler le pool azote-sol lié à la matière organique. Et dans ce cas-là, si vous voulez, on ne sait plus si c'est celui de votre fertilisation ou celui on est incapable, où il faudrait le tracer. On a tracé l'azote de l'apport versus l'azote qu'on a, mais on s'en fiche finalement. On a mis de l'azote, mais finalement, une grosse partie a des chances d'avoir gagné le pool azote-sol et qu'ensuite le maïs va profiter, et c'est ce que nous montrent les 17 démonstrations ou des travaux que moi j'avais fait même en début de carrière, mais qui ne sont pas documentés, avec l'Institut de l'élevage. C'est-à-dire qu'on met de l'azote, mais on croit fertiliser la culture, alors qu'en fait, elle va se fertiliser essentiellement avec de l'azote-sol plus tard à partir de 8 feuilles. Ça, c'est ce que nous montrent les courbes, hein, puisque même les témoins arrivent à s'alimenter dans 15 situations sur 17. Donc voilà ce qui se passe, ce qui illustre que mettre de l'azote très en avance par rapport aux besoins, c'est tout sauf pertinent. Très intéressant. Je regarde. Il y a pas grand monde. Alors, si j'ai une question qui est arrivée, on me demande vis-à-vis de la méthode LIMO, hein, ce phénomène de fin d'azote du blé 2 à 3 semaines est valable pour toutes les espèces de blé, point d'interrogation. Je Toutes les pense que variétés. oui, tout à fait. Ce qui me l'a mis espèce, Tournées. mais évidemment, c'est variété. Voilà, c'est juste pour se mettre d'accord, c'est pas grave. Alors, effectivement, et c'est aussi une question qui est souvent posée, alors avec l'IMO, oui, et avec aussi les pinces, c'est-à-dire, y a-t-il des différences variétales? Dans les stades jeunes, on considère qu'il n'y a pas de différence majeure, et que si ça devait se voir, ça pourrait se voir éventuellement beaucoup plus tard. Alors, on continue de pincer pour faire du diagnostic au-delà des apports. Il est recommandé notamment pour apprendre, et par rapport au diagnostic agronomique après la récolte, de continuer de mesurer même après post-floraison, après floraison, donc en post-floraison. Pourquoi? Pour voir si on a des courbes qui décroissent. À ce moment-là, ça peut être un facteur d'explication, notamment de protéines qui sont éventuellement décevantes. C'est pas forcément la seule explication, mais ça pourrait l'être. Donc c'est intéressant, comme en bio, on l'a dit tout à l'heure, de continuer de mesurer au-delà des apports, alors que les apports se terminent vers dernière feuille. Et pourquoi je dis ça pour la question? C'est qu'effectivement, s'il doit y avoir des différences variétales, elles vont s'exprimer plutôt sur la fin de cycle. Mais à la limite, c'est pareil. Quelque part, on s'en fiche un peu puisque le peuplement végétal va nous le dire. Une dernière question peut-être, si je veux mesurer avec un chlorophyllmètre mon INN, deux questions. Quel chlorophyllmètre j'utilise et quelle feuille je mesure? J'imagine que si je prends une feuille trop basse, vieille, donc jaunie, Oui, ça va pas être terrible. Et si je prends une feuille non étalée, ça va être un petit peu vert pâle, donc peu pertinent oui, aussi. alors là, puisque j'avais fait l'arbitrage de ne pas trop rentrer dans la méthode, mais je veux bien répondre dans d'autres questions. Et si, encore une fois, ça, c'est des questions qu'on pourrait reprendre l'hiver prochain pour ceux qui voudraient vraiment mettre en œuvre. Effectivement, vous avez bien compris, on prend un indicateur intermédiaire qui est la chlorophylle pour estimer le statut azoté. On ne mesure pas de l'azote
avec les pinces. Ce sont des chlorophylles, ce sont des instruments de mesure de chlorophylle, c'est leur nom. Et on sait, j'ai expliqué au tout début, que plus il y a d'azote, plus on a des cellules importantes avec beaucoup de chloroplaste, et donc c'est un bon indicateur. Mais du coup, euh, oui, effectivement, il faut le temps que cette chlorophylle s'installe grâce à la photosynthèse. C'est directement lié à l'activité photosynthétique. Et donc, pour cette raison-là, on ne va jamais pincer les feuilles les plus récentes. Et on ne va jamais non plus pincer plus tard dans le cycle les feuilles trop basses lorsqu'il y a une migration d'azote vers le haut. Par exemple, si je vous... Alors, donc ça, c'est à peu près clair. Et de même, on ne va jamais pincer trop les bouts de feuilles ou la base des feuilles, plutôt la zone médiane. Et puis, on va faire un nombre de mesures suffisant pour s'affranchir de choses aberrantes. Et c'est là où le SPAT 502, en l'occurrence, a une vraie valeur ajoutée. C'est qu'on voit chaque mesure et qu'une donnée aberrante, on peut vraiment la liquider. Alors, il ne faut pas virer toutes les mesures aberrantes, mais si on est vraiment complètement en dehors de la gamme de ce qu'on mesure aujourd'hui, on peut la virer. Et chaque fois qu'on a, alors notamment les pinces que propose Yara, c'est déjà très bien, gratuitement, ou bien les N-testeurs, bah, il y a une règle, c'est que vous êtes obligé de faire 30 mesures, et c'est une règle qui est bonne pour éviter, 30 impose que s'il y a une ou deux mesures aberrantes, bon, elles vont être diluées dans la masse. Je ne vous cache pas que quand c'est très fertilisé, bah, finalement, ça lisse tout le monde, toutes les plantes, et à la limite, vous voyez très vite, au bout de 15 mesures, ce qu'il en est. Et moins c'est fertilisé, ou plus c'est, par exemple, en bio, vous voyez bien que même vu de loin en voiture, on voit bien que c'est très marbré, c'est normal, parce qu'on peut avoir des endroits où la fourniture en azote sol globale, hein, de sources différentes, est plus forte, et puis à côté, à 50 cm, moins forte. Donc là, il faut s'obliger à pincer beaucoup plus de feuilles, dans l'absolu, pour avoir un bon diagnostic du statut azoté. Voilà. Bon, à la fois, ni les trop jeunes, ni les trop vieilles qui font migrer l'azote ou qui sont abîmées par des maladies, et puis un nombre de feuilles suffisantes dans tous les cas. D'autant plus que c'est peu fertilisé. J'espère que ça répond à la question, mais ça, c'est les questions opérationnelles pour reprendre pour accompagner les gens à démarrer. Très clair. Eh bien, je n'ai plus de questions au magasin. Je pense que ça nous fait un bon mot de la fin, mais peut-être avant qu'on se quitte, Bertrand, si tu veux conclure ce webinaire. Bah, je vous remercie. En tout cas, je remercie aussi ceux qui vont, encore plus nombreux, je pense, à d'autres occasions, regarder en replay. Voilà, c'était une volonté surtout aussi de repartager avec beaucoup de gens sur le fait de pourquoi on en est là sur l'azote aujourd'hui et surtout comment on peut s'y prendre autrement et avec des messages simples sur l'efficacité de l'azote apporté et le comment on peut s'y prendre pour pouvoir développer pour les gens qui ont vraiment envie de mettre en œuvre. Et déjà, pourquoi c'est important de questionner l'azote sur les enjeux et puis les grands principes qui sont être beaucoup plus efficaces avec toutes les unités apportées. C'est vraiment ça, je voudrais que tout le monde retienne. Et merci Super. pour l'occasion.